Bonsoir à tous et merci de démarrer la semaine avec nous sur le grand rendez-vous. Et pour ce premier numéro, nous aurons 3 plateaux suivis du journal. Le journal viendra à 19h45 exactement. Et sans oublier bien sûr la météo qui d'ailleurs même ouvre cette édition du grand rendez-vous. Nous saluons donc tous nos téléspectateurs de la région de Mouinri, la météo que vous allez bien sûr retrouver en fin de ce grand rendez-vous. Oui, un grand rendez-vous qui annonce l'aspect précoce de la pluie au Bénin. Pourquoi les pluies du mois de janvier et de février? Est-ce une opportunité ou un scandale pour les producteurs agricoles? C'est un climatologue environnementaliste qui viendra sur ce plateau répondre bien sûr à ces interrogations sur la rubrique Nature et Bien-être. Autant savoir de ce jour tourne autour d'un groupe de mots MOTS qui crée beaucoup de mots MAUX au développement de notre pays. Il s'agit bien sûr de la fraude fiscale. Elle est définie sur ce plateau comme un handicap au développement avec les arguments d'un économiste. Nous irons plus loin dans ce sujet, dans ce grand rendez-vous, en allant fouiller d'ailleurs même la loi de finances 2019 qui relève et analyse bien sûr l'une des innovations de cette année 2019. Il s'agit bien sûr de l'exonération de l'importation du matériel informatique au Bénin. Mais quel sera l'impact d'une telle disposition sur le secteur de l'économie et sur le secteur et l'économie bien sûr du Bénin? Réponse d'un entrepreneur TIC sur ce grand rendez-vous. Il est d'ailleurs même l'expert de ce grand rendez-vous et suivez surtout le journal à 19h45 exactement avec Nadège Sani qui est déjà en place pour les titres. Bonsoir Nadège. Bonsoir Simgaba. Alors nous aurons quoi au menu de ce 19h45? Dans cette édition du soir, vous suivrez le tour de ville fait par la rédaction au sujet des sachets plastiques. Le vote de la loi et la sensibilisation n'ont pas suffi pour l'éradiquer du quotidien de la population. On parlera aussi de l'automédication et de ses conséquences sur la santé. Les spécialistes l'interdisent formellement. Et puis les services financiers décentralisés doivent disposer de systèmes de gestion et de contrôle fiables. C'est une exigence de la Banque centrale pour mieux sécuriser les transactions financières.
Merci à vous, Nadège Sani, pour la présentation des titres. On vous retrouve à 19h45 exactement pour le développement de ces titres-là. Pour le moment, le grand rendez-vous continue et je m'en vais déjà vous rappeler tout de suite, vous annoncer, si vous voulez, la question de cette semaine-ci. Elle colle bien sûr à l'actualité du 14 février. C'est la fête de la Saint-Valentin, une fête apparemment mal comprise. On se pose la question de savoir, Saint-Valentin, est-ce qu'il faut faire parler le cœur ou la bourse? Oui, Saint-Valentin, fait parler le cœur ou la bourse? Réponse à donner en commentaire sur la page Facebook de Bénin Business 24. Oui, la question de la semaine sera affichée bien évidemment avant la fin de cette édition du Grand Rendez-vous. Un grand rendez-vous qui démarre tout de suite avec les plateaux et on commence par Nature et Bien-être. Nature et bien-être aujourd'hui, nous parlons des pluies précoces au Bénin. Oui, ça a commencé en janvier, c'est inhabituel, même en février on a eu la pluie. Mais on se demande en réalité, est-ce que c'est une opportunité pour les producteurs agricoles? On va y répondre dans un instant avec l'aide d'un climatologue environnementaliste. Pour le moment, on suit d'abord ce reportage sur ce qu'en pensent en réalité les populations. Regardez. C'est vraiment une pluie qui nous a surpris parce que ce n'est pas encore son temps. Elle est venue un peu plus tôt que prévu. Et il me semble que peut-être que quand on dit les temps changent et le climat, bon, nous ne savons pas si les géographes peuvent avoir de plus amples explications à donner à ce sujet. Moi, je pense que c'est un changement climatique qui est dû à cela. Parce qu'en janvier, normalement, on ne peut pas avoir de pluie. Et encore, on a eu une forte pluie. On a eu tellement de l'eau à Cotonou. Peut-être aussi, il y a aussi des retards. En saison passée, il y a des retards aussi. Donc, ça peut arriver que la pluie peut tomber dans le mois de janvier. Depuis que je suis né, je n'ai vu pareille chose. Et les gens entendent dire qu'à cause des changements climatiques, beaucoup de choses peuvent survenir. Et dans la nature, dans le monde. Avant, on avait des périodes qui sont bien définies pour savoir qu'à telle période, il n'y aura plus. Donc Nous ne sommes pas encore en saison de pluie. Nous sommes surpris par les pluies de ces derniers jours. Disons que les choses changent alors. Voilà donc ce qu'en pensent les populations béninoises, mais pour les uns c'est changement climatique, pour le reste c'est la plus ratée quoi. En 2018, on est en train de faire un rattrapage en quelque sorte. Nous avons en tout cas sur le plateau le professeur Michel Bokor, climatologue, environnementaliste, qui va nous aider bien sûr à voir clair dans cette situation. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je m'en vais déjà féliciter Amandine Anabossou d'avoir fait l'effort de nous décrocher, je vais dire même, le professeur et de l'avoir sur ce plateau. C'est qu'il est très très occupé, c'est pas fréquent. Merci beaucoup et félicitations à vous. Bon, c'était pas gagné d'avance, mais il a décidé de se sacrifier pour BB24. Donc on le remercie pour la disponibilité. D'accord. Oui, alors Amandine, aujourd'hui, il est question bien sûr de parler aujourd'hui des plus précoces. On se demande si c'est un scandale ou carrément une opportunité pour les producteurs agricoles. La question aussi de savoir si ces pluies sont vraiment précoces. Professeur, dites-nous déjà, est-ce que nous sommes déjà en saison pluvieuse? Non, nous ne sommes pas en saison pluvieuse, rassurez-vous. Nous ne sommes pas en saison pluvieuse. Mais il faut expliquer aux populations que quand on définit les saisons, c'est une moyenne statistique. On se base sur des données de minimum 30 ans et on voit quelle est la situation prédominante sur les 30 ans, statistiquement. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'en dehors de ces moyennes-là, qu'il y ait des choses qui se passent ailleurs, en d'autres temps. Depuis janvier, le 1er janvier 2019, les populations s'inquiètent. On observe des pluies et pas des moindres. Il pleut vraiment abondamment. Comment expliquer alors le phénomène qui s'observe? Pour les climatologues dynamiciens, ça n'a rien d'extraordinaire. Je vous rappelle simplement, 1979,
il a commencé à pleuvoir en décembre. Et ça a continué jusqu'au mois de décembre suivant, en 1979. C'est pas si loin. Au Bénin, ici, ça fait que 40 ans. Bon, peut-être que vous... Non, on n'est pas encore né. Merci déjà pour l'information. Ça fait juste 40 ans. Ça s'est déjà passé et ce n'est pas la première fois. Oui. Si vous prenez ce qu'on appelle les tableaux climatologiques mensuels que la SECNA, la direction de la météo publie, vous verrez bien qu'il y a des années comme ça, de temps en temps, où ça commence tôt. Bon, maintenant, pourquoi ça arrive? C'est ça qu'on peut expliquer. J'ai amené ici une carte, on appelle ça map-monde dans notre langage technique, c'est-à-dire la carte de l'ensemble des continents et des océans. Quand vous regardez cette carte, vous voyez que les continents sont disposés majoritairement dans l'hémisphère nord. Vous voyez, heureusement d'ailleurs. Parce que si c'était le contraire, les temps seront beaucoup plus rudes que ce qu'on connaît. Puis il fait plus froid au pôle sud qu'au pôle nord. Maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fonction de la position de la Terre autour du Soleil, il y a des moments où les rayons au pôle sont rasants. Et comme vous avez appris en optique, angle incident égale angle de réflexion. Donc, si les rayons sont rasants, ça veut dire que la totalité de l'énergie qui arrive au pôle va repartir. Donc, il fera très froid au pôle pendant la période où les rayons sont présents. Donc, à partir du solstice d'automne. Oui. À partir de cet instant-là, on peut voir vous voyez ici, on est là, on est au pôle nord. Oui. Là. Là, on est au pôle nord ici. Oui. Et vous voyez le continent africain. Oui. Lorsqu'il fait très froid au pôle nord, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous appelons anticyclone, c'est-à-dire centre de haute pression, très froid du pôle, glisse en direction des tropiques et de l'équateur. Et dans ce mouvement, il y a des anneaux de circulation tout autour de la Terre, mais lorsque les centres se mettent en place, c'est-à-dire les hautes pressions se mettent en place, on a un gros centre au large, au Cap-Vert, aux îles Canaries, surtout aux Açores. C'est au large de la Mauritanie et du Sénégal. Vous voyez? On a un autre centre du côté du Tchad et au sud de la Libye, qu'on appelle ces deux centres-là, c'est ce qu'on appelle les hautes pressions subtropicales. Entre les deux, vous voyez qu'il y a un vide. Entre Mauritanie d'un côté, surtout les Açores de l'autre côté. Oui, on va plier peut-être le haut de la carte. Voilà. Je peux peut-être vous aider. Oui, si, par exemple, vous tenez comme ça, vous voyez. Vous voyez, les Açores, c'est par là. Oui, ça c'est l'Afrique. C'est l'Afrique ici. Oui. Vous avez les Açores ici, au large, là. Il y a un gros centre ici, c'est-à-dire haute pression. Donc, rien ne peut passer par là. Voilà. De l'autre côté, là, Tchad et sud de la Libye, vous avez un autre centre. Entre les deux, il y a un vide. C'est ce que nous appelons la vallée planétaire, une ondulation. Et lorsqu'il fait très froid ici, il y a des ensembles mobiles, ce que en langage technique nous appelons des agglutinations polaires mobiles. C'est-à-dire, c'est comme des tourbillons, mais de grande échelle, de diamètre de plus de 1000 km, qui bougent à partir de la rencontre du pôle et de l'air tropical. Ces ensembles-là bougent et traversent entre les deux. Ça passe donc, ça entre les deux. C'est ce qu'au Sénégal, on appelle les pluies de mangue. Donc, en février, cette période, il y a la saison des mangues. C'est ce qu'on appelle les pluies de mangue, en Wolof. Donc, lorsque ces cellules-là traversent le continent entre les deux pôles, Açores d'un côté et sud libyen de l'autre côté, ça passe sur le Sénégal et ça arrive au large de l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour le Sénégal, c'est loin. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous avons une circulation qui tourne comme ça sur l'Afrique. Comme ça. Cette circulation exclusivement comme ça.
qu'on appelle cellule de Walker. Lorsque ces morceaux, ces agglutinations descendent, si elles sont rattrapées par cette cellule comme ça, mais elles vont être transportées comme ça, dans ce sens. Donc, la circulation va les emporter comme ça vers nous. C'est pour ça que, généralement, ces pluies qui arrivent maintenant commencent à l'ouest, au lieu de commencer à l'est. Le ciel s'assombrit à l'ouest, au lieu de s'assombrir à l'est, comme en saison des pluies. Donc, c'est la différence entre cette pluie-là et les pluies de saison normale. Donc, normalement, ces pluies n'agissent pas sur les saisons normales. Non, ça n'a rien à voir. On aura les 4 saisons au sud, comme d'habitude. Si vous regardez... Ça, on appelle agossi. Oui, ou bien on appelle, dans un langage un peu imaginé, on dit « Djie ou la Dja » et non « Dja ». Ça vient de l'ouest. Quand on est au Bénin, et selon on peut plier la carte. Selon les caractéristiques du sol, ça peut tomber, mais ça peut aussi ne pas tomber. Donc c'est un peu aléatoire. C'est pourquoi on dit Djeoula Dja et non Dja. C'est très aléatoire. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de saison après. Alors, est-ce que les agriculteurs, les producteurs peuvent gagner? C'est une opportunité. Est-ce qu'on peut profiter de cette période-là? Non, c'est aléatoire. C'est bon juste pour ceux qui font des cultures maraîchères. C'est-à-dire que ils ne vont pas être obligés d'arroser pendant 2 jours, pendant 1 jour, etc. C'est tout. Mais ceux qui font des cultures saisonnières, non. Ils ne peuvent pas profiter de ça pour faire quoi que ce soit, puisque c'est des cultures qui durent entre 90 jours jusqu'à 120 jours. Alors que cette situation-là est liée au renforcement de l'hiver dans l'hémisphère nord. Récemment, si vous écoutez, si vous suivez la météo sur France 24 ou sur TV5 Afrique, on vous dira, on va vous donner la température. Même chez nous, vous devez constater ça tout à l'heure. Oui, BB24 aussi fait de la météo, ce qui est très bon. Sauf que, les climatologues savent que la météo n'est valable que pour maximum 48 heures. Au-delà de 48 heures, l'aléa tombe à 50%. Mais aux États-Unis, la météo est très utilisée pour les activités de court terme. Maintenant, professeur, voilà qu'il pleut en 7 ans, qu'est-ce qu'il faut en faire alors? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut capitaliser cette eau-là et les stocker. Par exemple, ceux qui font des cultures maraîchères, ils peuvent capitaliser et stocker lorsqu'il va y avoir ce qu'en anglais on dit des séquences très sèches. Parce que ça peut arriver. Même en saison des pluies, il peut ne pas pleuvoir pendant 15 jours. Alors que si vous faites une culture pluviale, c'est-à-dire la croissance est basée exclusivement sur des événements ou sur la fréquence des pluies, mais vous pouvez utiliser cette eau stockée pour pouvoir suppléer au déficit temporaire. C'est ce qu'on peut conseiller aux gens. Mais évidemment, ceux qui s'occupent des infrastructures doivent savoir que ces phénomènes-là peuvent se produire et en tenir compte dans la gestion de ces infrastructures. Je pense que je suis vraiment éclairé à travers les explications du professeur. Oui, vraiment. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. C'est un phénomène qui arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Il faut s'adapter. Ça ne va rien changer. Les pluies de 79 ont commencé en décembre 78. Voilà. Et il a plu jusqu'au mois de décembre 79. Merci. Allez, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs, sur ce grand rendez-vous. La suite, c'est sur Autant Savoir. Oui, que ça va se faire. On parle cette fois-ci d'un mâle, si vous voulez, mais c'est un groupe de mots qui crée assez de mots également. Mots M-O-T qui crée assez de mots M-A-U-S pour parler de la fraude fiscale sur Autant Savoir. Oui, fraude fiscale, qu'est-ce que c'est en réalité et quelles sont ses conséquences sur le développement du Bénin? On va répondre à cette question juste derrière ce commentaire sur image signé Agnat Bello. Soustraction illégale à la législation fiscale de tout ou partie de la matière imposable d'un contribuable, voilà comment se définit la fraude fiscale. Et beaucoup de pays en sont victimes, le Bénin aussi.
Les recettes publiques au Bénin sont essentiellement fiscales et c'est grâce à elles que les dépenses publiques sont exécutées. Moins de recettes fiscales implique donc moins de projets réalisés pour le bien-être des populations. Et pourtant, pour certains citoyens, tous les moyens sont bons pour arriver à l'évasion fiscale. Un comportement qui est bel et bien puni par la loi. Le fraudeur, s'il est pris, devra par exemple payer beaucoup plus qu'il ne devrait. Et c'est à cela que servent les contrôleurs fiscaux, limiter les pertes fiscales. De nombreuses décisions ont été prises par l'État pour lutter contre la fraude fiscale, comme la mise en place de moyens réglementaires pour la mise en œuvre de l'identifiant fiscal unique IFU, institué par décret depuis 2006. L'évitement fiscal est une des causes des déficits publics qui conduisent les États à cultiver une dette publique. Entre le confort personnel et le confort de tous, il y a un choix à faire. Voilà un groupe de mots MOTS, source de plusieurs mots MAUX. La fraude fiscale sera beaucoup plus détaillée par le professeur Albert Olonkougou qui nous retrouve sur ce plateau. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Gaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Agnat Bello. Bonsoir, Assim Gaba. J'ai oublié, Bello Onifade, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, on revient en plateau. On parle bien sûr de la fraude fiscale. Qu'est-ce que c'est en réalité et quelles sont ses conséquences sur le développement d'un pays? Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Autant Savoir. Pour vous qui étiez avec nous, une série sur le fisc a démarré sur Autant Savoir. Depuis semaine passée, on a parlé du désintérêt des populations pour le fisc. Nous avons aussi proposé des solutions pour développer le civisme fiscal. Ce soir, on parle des fraudes fiscales. Ces fraudes qui font perdre énormément autant à l'État qu'aux contribuables. Mais on n'arrive pas toujours à comprendre ce processus-là. Véritablement, c'est quoi les fraudes fiscales? Nous avons avec nous sur ce plateau le professeur Albert Olonkougou qui est un économiste qui nous accompagne alors pour nos sujets économiques. Déjà, dites-nous, vous, votre conception des fraudes fiscales, si on oublie un peu l'aspect technique qui a été évoqué dans le reportage, en langage peut-être un peu plus courant pour que les téléspectateurs puissent comprendre, qu'est-ce qu'on met dans fraude fiscale? Quand on parle de fraude fiscale, ça veut dire que vous minorez le montant que vous devez payer, le montant de taxes ou d'impôts que vous devez payer. Effectivement, si vous faites un chiffre d'affaires donné, on dit qu'il faut payer la TVA, ça est 18% du chiffre d'affaires, mais vous faites tout pour minorer ce montant-là que vous allez payer. Peut-être vous ne déclarez pas alors tout ce que l'assiette, toutes vos recettes. Le chiffre d'affaires, vous Oui. ne déclarez pas tout, ou bien vous vendez des marchandises sans utiliser les factures officielles. En tout cas, vous trouvez quand même des mécanismes pour pouvoir minorer le montant que vous devez payer à l'État. D'accord. Et dans ce cas, on dit que vous êtes dans un cadre de fraude fiscale. D'accord. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs astuces qui sont mises en place pour contourner le fisc. Est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus courantes? Oui, bon, une stratégie qu'on utilise dans nos pays et surtout qui fait que le secteur informel est à un niveau très élevé en termes de pourcentage de l'activité, c'est rester dans l'informel. Effectivement, quand on parle de fraude fiscale, ça veut dire que le fisc ou l'administration fiscale n'a pas d'informations sur votre activité. Et une fois que vous êtes dans l'informel, c'est que les gens ne sont pas informés et ne peuvent pas venir Ils ne maîtrisent pas votre activité, on ne peut pas vous imposer. On ne peut pas vous imposer et puis les statistiques ne se trouvent nulle part, donc vous n'avez pas de traçabilité. Et à partir de ce moment, on ne peut pas vous identifier. C'est la première stratégie. Non, mais, si vous permettez, Ouais. est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'informel sont des fraudeurs fiscaux? Oui, bon, absolument. Puisque si vous êtes dans l'informel, ça veut dire que vous n'êtes pas connu de l'État. Oui. Et si vous n'êtes pas connu, comment l'État peut vous identifier et prendre les taxes? Ce qui est sûr, dans certains cas, l'État essaie de tout faire pour fiscaliser. Pour identifier tout le monde. Quand je parle de l'État, ça peut être l'État central, comme ça peut être l'État décentralisé. Je vais parler des communes. Les gens vous identifient d'une certaine manière pour faire payer des taxes forfaitaires. Mais si vous étiez clairement identifié, ce ne serait pas le montant que oui. D'accord, ce ne serait pas le montant que vous allez payer. Peut-être ce serait plus facile bon, de vous...
vous faire payer une taxe. Oui, on en parle parce que c'est la forme la plus connue ici, mais ce n'est pas la seule. Non, nous avons des entreprises qui ont pignon sur rue, qui trouvent aussi la formule pour contourner le fisc. Oui, parce que là, il y a des stratégies. Ça dépend du type de taxe ou d'impôt. Si c'est la TVA, par exemple, c'est payé sur le chiffre d'affaires. Donc, si vous arrivez à minorer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire à cacher une partie de votre chiffre d'affaires, c'est que vous ne payez pas suffisamment de taxes. Vous pouvez minorer, par exemple, votre résultat. Pour les taxes qu'on appelle BIC, taxes sur les bénéfices industriels et commerciaux. Si vous minorez le résultat, c'est-à-dire en surévaluant les charges ou en minorant toujours le chiffre d'affaires, là, vous allez avoir un résultat plus faible et vous ne payez pas. Vous payez moins. Vous payez moins. D'accord. Mais à quel moment on parle d'évasion fiscale? Oui, tout ça là, ça regroupe tout ce qu'on appelle l'évasion fiscale. D'accord. Maintenant, dans certains cas, les gens... Quand on dit évasion, moi je me dis toujours, ça s'évade pour aller où? Dans la poche du contribuable? Oui, absolument, dans la poche du contribuable. Maintenant, les gens font une distinction entre ce qu'ils appellent l'évasion fiscale et l'évitement fiscal. Oui. Parce qu'au niveau de l'évitement fiscal, c'est un peu légal. Vous voyez les fiscalistes, ils essaient de faire ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ils essaient de tout faire pour que vous payiez moins de taxes. Parce qu'on peut payer plus de taxes par ignorance. Donc là, les autres, ils voient tous les mécanismes, comment vous pouvez faire de telle sorte que le fisc est le moins possible chez vous. D'accord. Ouais. Mais quand on parle de ça, moi je me dis plutôt, je pensais que les fiscalistes servaient plutôt à vous dire à quelle période il faut le faire, comment faire pour ne pas tomber sous le coup de la loi, pour payer plus. Je ne savais pas qu'il y avait des astuces légales pour payer moins. Effectivement, vous minorez les taxes dans la stricte légalité. Et là, parce qu'on peut payer beaucoup plus de taxes par ignorance. Oui. La fois dernière, par exemple, on disait que la TPS est à 150 000. Oui. Certains pensent toujours que c'est à 450 000. Vous pouvez aller verser 450 000 alors que vous ne savez pas. Mais si vous venez pour payer 450 000 francs de TPS, est-ce que les agents qui sont là ne doivent pas vous informer à écouter ça a changé? Oui, normalement. Mais maintenant que vous pouvez payer directement par mobile money ou en ligne, donc vous pouvez... C'est clair, hein, que ça rentre dans les caisses de l'État, ça devient compliqué. Sans savoir. D'accord. Mais dans ce cas, ici, la fraude fiscale est définie comme un handicap pour le développement. Comment analysez-vous cela ou comment expliquez-vous cela aux téléspectateurs? Oui, l'élément de tout à l'heure disait que si vous ne payez pas vos taxes, l'État n'aura pas les moyens pour faire fonctionner l'administration publique, pour pouvoir investir. Et quand on n'investit pas, tout le monde en souffre. Parce que si vous avez de mauvaises routes, de mauvais hôpitaux, une justice qui ne fonctionne pas bien, une police qui ne fonctionne pas bien, le territoire qui n'est pas bien défendu, les transferts sociaux qui ne sont pas bien faits, tout ça là, c'est à cause de vous. En partie, bien sûr. Donc, en quelque sorte, les impôts, les taxes que nous payons, c'est pour que l'État puisse nous rendre ces services-là. Absolument, absolument. Au fait, c'est le rôle de ça. Nous désirons des dirigeants, il faut leur donner les moyens. Et les moyens, ce n'est pas qu'ils aient fabriqué de l'argent et dépensé. Là, ils sont obligés de collecter nos contributions qu'on appelle les taxes ou les impôts. D'accord. Alors, de nouvelles réformes ont été initiées pour limiter les fraudes fiscales au Bénin. Est-ce que pour vous, elles sont suffisantes? Dans le reportage, par exemple, on a parlé de l'identifiant fiscal unique qui avait été voté par décret depuis 2006. Aujourd'hui, c'est chose réelle. On oblige tout le monde à avoir un identifiant fiscal unique. Est-ce que c'est suffisant pour limiter les fraudes? Oui, tout à l'heure, on parlait d'informations. Il faut qu'on ait d'informations sur vos sources de revenus, sur vos activités. Maintenant, si vous avez un identifiant fiscal, c'est qu'on peut tracer vos activités. Et ça permet aussi de connecter la douane au service des impôts. Et si vous importez des marchandises de là-bas, c'est tracé à la douane. Et puis, si de l'autre côté, vous minorez ce que vous avez vendu, les gens peuvent dire, mais comment vous avez fait? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre pays, on fait une déclaration, c'est vous-même qui dites. Oui, on est dans un régime de déclaration fiscale. Donc, c'est moi, voilà ce que je vais payer. Et à partir de ça, vous dites ça et vous envoyez les documents qui correspondent à ça. Donc, si vous fraudez au niveau des documents et que la douane est en train de dire, vous avez importé ça, vous voyez, on peut vous rattraper. Donc, les flux permettent quand même de voir toutes les sources d'activité ou de revenus du citoyen et de dire à tel endroit, vous n'avez pas payé de taxes.
Alors, à un moment donné, les populations aussi, et on a eu à l'évoquer ici, si ces populations sont devenues réticentes, c'est parce qu'elles ont parfois l'impression que ces contrôleurs fiscaux ne jouent pas forcément leur rôle, qu'au lieu que ces fonds puissent véritablement servir l'État pour le bien de tous, parfois ça va dans les poches de tierces personnes. Est-ce que pour vous, la dématérialisation, le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de personnes, forcément aujourd'hui maintenant, dans le paiement de ces recettes fiscales-là, ça allège un peu aussi. Parce que c'est aussi une autre forme de fraude fiscale, justement. Oui, bon, que ces agents ne font pas leur rôle, c'est pas ça. C'est-à-dire, un agent ne peut pas prendre l'argent officiellement et ne pas verser dans les caisses de l'État. Maintenant, si l'État lui-même ne joue pas son rôle, les gens peuvent dire pourquoi nous allons payer les taxes pour l'État. Maintenant, les questions de dématérialisation, c'est pour réduire tout ce qu'on appelle les coûts d'information. Parce que si vous allez sur le site, vous pouvez lire qu'est-ce qu'il faut faire, quelles taxes vous allez payer, dans quelles conditions. Et à partir de ce moment, vous pouvez rester dans votre salon et payer votre taxe. Ça vous permet de ne pas user vos chaussures et d'aller là-bas. Ne pas brûler aussi du carburant. C'est ça, les coûts de déplacement, tout ça. Donc, ça réduit tout ce qu'on appelle les coûts de transaction. Donc, ça facilite le paiement de taxes pour ceux qui veulent payer les taxes de bonne foi, mais qui sont très éloignés des services de fiscalité. D'accord. Alors, dites-nous un peu, quel serait l'impact de la fraude fiscale dans la vraie vie? Parce que je me dis, le fait qu'on a l'impression que c'est un peu trop loin de nous, on n'arrive pas à toucher du doigt ce qu'on paie véritablement, ne pas contribuer à ces recettes fiscales-là. Quand on les comprendrait mieux, on serait peut-être un peu plus intéressé à y aller. Il y a beaucoup plus de dommages que nous subissons en ne payant pas de taxes. Évidemment, parfois ces dommages ne nous affectent pas nous seuls, ça affecte d'autres personnes. Et c'est à partir de ce moment que nous pensons que nous bénéficions en fraudant. Tout à l'heure, on a dit, si vous fraudez et que finalement l'État finit par vous attraper, vous payez des amendes. Vous payez plus. Est-ce qu'il y a des peines d'emprisonnement? C'est possible d'aller en prison parce qu'on a fraudé? Ça, parce qu'ils disent souvent que c'est des trucs civils et parfois ils mettent une banderole, mais les opérateurs... On risque de fermer votre entreprise. Oui, les opérateurs ont négocié pour dire que c'est une manière de jeter le discrédit sur un opérateur qui travaille. On ne le fait pas, mais ce qui est sûr, on arrête vos activités et puis vous n'avez plus les sources de revenus. Donc, il y a cette première chose. De deux, vous ne contribuez pas au financement des activités publiques. Et ces activités publiques là sont en diminution, donc ce n'est pas intéressant non plus. Donc ça a beaucoup de conséquences de ne pas payer les taxes. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que les fraudes fiscales constituent un véritable plomb dans l'aide du développement. Ah oui, absolument, absolument. Et puis si vous ne payez pas une troisième raison, par exemple, si vous ne payez pas, l'État a besoin quand même des moyens. L'État va s'endetter et c'est vos enfants, les générations futures qui paieront après vous. Merci, professeur Albert Olonko. Oui. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. Donc, on s'est intéressé aux fraudes fiscales à Soumgaba. Merci de nous avoir reçus. Merci, Yaniat Bello-Nifade. J'irai plus loin avec l'expert de ce grand rendez-vous pour analyser la disposition, l'article 2 précisément de la loi de finances 2019. Il s'agit bien sûr de l'exonération des taxes sur l'importation du matériel informatique au Bénin. C'est l'expert. Bon, pour beaucoup, c'est une requête satisfaite. L'exonération de l'importation du matériel informatique est longuement souhaitée. Et là, pour les acteurs du secteur, c'est juste une requête satisfaite, mais quel impact en fait sur l'économie béninoise? Réponse de Gilles Kounou, c'est un entrepreneur TIC, le patron de OpenSea, on peut le dire ainsi. Bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais comment avez-vous accueilli cette nouvelle contenu dans l'article 2 de la loi de finances 2019 qui stipule, je cite, le matériel informatique, y compris le logiciel, les imprimantes, les parties et pièces détachées, même présentées isolément, est exonéré de toute taxe et taxe de douane, de la taxe sur valeur ajoutée TVA. Bonjour Asiom, comme je le disais, c'est pour nous une nouvelle qui a été accueillie avec beaucoup de satisfaction, parce que la question de l'exonération du matériel informatique
au Bénin est une question qui date maintenant. On a eu plusieurs années pendant lesquelles cette exonération avait été valable. Et aujourd'hui, après l'année passée de coupure, je vais dire, l'exonération revient et elle revient sous une très belle forme parce qu'elle concerne cette fois-ci aussi les pièces détachées. Et donc, c'est un véritable plaisir déjà. Ensuite, en termes de conséquences, oui. Cette exonération a beaucoup de conséquences positives sur le secteur de l'innovation, sur le secteur du numérique, mais en même temps, quand on regarde sur tous les secteurs de l'économie, parce que je ne sais plus aujourd'hui quelle activité vous faites sans avoir recours à un moment donné ou à un autre, à un micro-ordinateur par exemple. Et donc, ça va pouvoir aussi permettre aussi de favoriser le développement des autres secteurs de l'économie qui ont besoin aujourd'hui d'outils informatiques pour travailler. Pour travailler, donc en quelque sorte, c'est toute la chaîne économique qui bénéficie de cette disposition. Bien évidemment, si on considère que le numérique a pour vocation d'accompagner aussi les autres secteurs de l'économie, l'exonération du matériel qui constitue le premier support de travail va donc permettre aussi de faire avancer les autres secteurs de l'économie. Et ça dit alors donc que ces matériels vont désormais coûter moins cher sur le marché béninois? C'est tout à fait évident parce que si vous êtes exonéré de douane et de TVA et que vous ne payez que les taxes accessoires, mais a priori, cette baisse ou cette exonération doit être répercutée sur le marché par les revendeurs. Et donc, c'est quand même des économies conséquentes qu'on peut faire qui, on va dire que les taxes décourageaient ou faisaient en sorte que les gens reportaient sans cesse l'achat de matériel. Et donc, ce sentiment de découragement peut disparaître. Et il peut y avoir un peu plus d'enthousiasme à investir dans du matériel. Et ça touche énormément de secteurs. Déjà, le secteur de la formation. Vous ne pouvez pas faire les nouvelles technologies dans les autres activités de l'économie sans avoir formé les gens au préalable sur le matériel informatique. Donc déjà, le secteur de la formation qui est la base devrait en profiter énormément. Je souhaite que les écoles en profitent pour renouveler le matériel et pour derrière pouvoir former les apprenants sur de meilleurs matériels, mais aussi dans les entreprises. Mais le fait que ça aille jusqu'aux pièces détachées permet de donner un coup de pouce à l'innovation parce qu'on peut maintenant se permettre d'acheter du matériel en pièces détachées pour faire des tests, tester de nouvelles choses, essayer de créer de nouvelles machines dans des centres d'innovation, dans les Fab Labs et les Tech Hubs. Donc, cette disposition qui touche jusqu'aux pièces détachées, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant pour le secteur de l'innovation. Parce que l'innovation ne peut pas être juste logiciel dans un pays. Il faut aussi qu'on pense à créer de nouveaux matériels pour pouvoir faire avancer la technologie. La technologie, oui. On comprend donc que c'est une bonne nouvelle donc, pour vous, cette exonération. Mais on a l'impression aussi, en quelque sorte, de donner l'argent à l'extérieur sans pouvoir gagner grand-chose. Parce que, bon, on a exonéré vraiment l'importation de ce matériel-là. Qu'est-ce que le Bénin gagne en réalité en mettant en place cette disposition-là? Non, il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur le matériel informatique, notamment tout ce qui va être ordinateur, serveur, même matériel de téléphonie, ce ne sont pas des choses que nous fabriquons. Voilà. Par contre, il y a tout un intérêt en termes économiques à utiliser ces matériels parce qu'ils permettent de produire mieux, plus vite, de faire plus de contrôle, de connecter les gens, de casser les barrières, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces effets de levier, c'est intéressant d'avoir du matériel. Exonérés ou pas, ces matériels, nous ne les produisons pas. Donc, il vaut mieux mettre en place cette disposition pour que les bénéfices supplémentaires qui ne sont pas liés à la fabrication, mais qui sont liés à l'utilisation, soient optimisés en réalité. Okay. Donc, c'est de ce point de vue que nous gagnons. Nous gagnons beaucoup. Nous gagnons parce que quand tu as un micro-ordinateur, tu peux traiter plus vite du document, tu peux faire de la programmation, développer des applications, tu peux rester en contact avec tes parents ou avec d'autres partenaires commerciaux. Mais on a besoin de faire énormément de choses et ce n'est pas parce que nous ne les produisons pas que nous n'avons pas intérêt à les utiliser. Donc il ne faut pas en décourager l'utilisation même si nous ne les fabriquons pas.
Bah oui, on ne les fabrique donc pas au Bénin, hein, dont le Bénin gagne beaucoup en mettant en place donc cette disposition d'exonération de ces matériels au Bénin. On se demande aujourd'hui, est-ce que il y aura désormais des contrats, genre importer la fabrication de ces produits-là, c'est-à-dire signer des contrats avec des entreprises qui sont les concepteurs de ces appareils-là, de ces matériels-là au Bénin, pour qu'on puisse importer, pourquoi pas les pièces détachées et les assembler ici au Bénin. Ça, c'est l'autre partie intéressante de la disposition. L'exonération des pièces détachées permet désormais de faire des lignes de montage qui peuvent être compétitives et donc qui peuvent créer des emplois locaux et permettre aux gens aussi de mieux appréhender la technologie de montage des ordinateurs ou de la téléphonie, ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi tout l'autre intérêt de la disposition de cet article 2, qui permet maintenant d'importer du matériel en pièces détachées de manière tout à fait exonérée de taxes et derrière de pouvoir créer des emplois en faisant du montage d'ordinateurs sur place. Alors, entre les deux types d'importation, qu'est-ce qui nous arrange le plus au Bénin? Est-ce qu'il faut importer les pièces détachées, les assembler ici ou carrément importer le matériel déjà assemblé? Moi, je pense que Rome ne s'est pas fait en un jour. Oui. Le fait de pouvoir monter le matériel sur place est intéressant parce que ça permet de créer des emplois. Ça permet aussi de faire du transfert technologique. Mais vous n'allez jamais avoir tout qui est monté sur place ou tout ce qui est consommé, qui est acheté sur place. On ne va pas du jour au lendemain faire la même qualité d'ordinateur que les majors de ce genre d'industrie. Et donc, c'est quelque chose qui va être progressif. Je ne veux pas dire qu'il y a un aspect qui est plus intéressant que l'autre. Les deux aspects sont intéressants parce que si vous cherchez ce type de matériel en particulier, vous allez pouvoir aujourd'hui les acheter un peu moins cher que d'habitude. Et pour tout ce qui va être ordinateur de consommation, on donne la chance au secteur privé local de monter une industrie à partir de l'importation de pièces détachées. Donc, tous les deux aspects de la question sont intéressants. Les deux contribuent à l'évolution technologique du pays. On sait très bien qu'aujourd'hui, si tu n'es pas monté dans le train de la technologie, c'est que tu es appelé à être le dernier de la classe. Tu es appelé carrément à être le dernier de la classe. Oui, hein. C'est pas moi qui le dis. Le Bénin veut faire partie des premiers de la classe et donc pour ça, cette disposition va permettre en réalité de placer notre pays vraiment à la hauteur, parlant bien sûr de l'économie numérique. Oui, de toute façon, le Bénin affiche clairement l'ambition d'être le premier de la classe, au moins dans la sous-région. On veut faire du pays la plateforme de services numériques à l'échelle de la plateforme à l'échelle de la sous-région. Et donc, ce genre de mesures qui facilitent l'innovation, qui favorise la construction d'une industrie de fabrication d'ordinateurs ou de matériel téléphonique, ce genre d'initiatives, ce genre d'articles dans la loi des finances ne peuvent être que bienvenus. Et on voit qu'il y a des pays qui bénéficient bien de ce genre d'effet de levier. Huawei qui vient de s'installer en Algérie, Transsion qui a toujours été en Éthiopie. Donc, ces mesures sont toujours des mesures intéressantes pour l'économie et en particulier pour l'économie numérique. Merci beaucoup à vous, Gilles Kounou. Vous êtes venu sur notre plateau pour nous expliquer tout ça. Et donc, on ne peut que souhaiter du bonheur pour les entreprises TIC au Bénin. Oui, on peut souhaiter du bonheur, mais moi j'aimerais en particulier également attirer l'attention pour que ce genre de mesures soient aussi faites sur le matériel téléphonique. On peut avancer un peu plus vite vers l'innovation si par exemple on met en place le genre de mesures où on fait un malus sur du matériel téléphonique de dernière génération et des exonérations sur du matériel de téléphone de nouvelle génération. Voilà. Et comme aujourd'hui le smartphone constitue en tout cas dans notre pays le premier moyen pour accéder à la technologie, il y a tout intérêt, si on veut favoriser la culture digitale, le développement de la culture digitale de la population, de faciliter l'équipement des populations. Et ça ne va pas forcément être un ordinateur, mais ça peut être un smartphone.
Donc que cette mesure s'étende à la téléphonie mobile et au smartphone, avec des adaptations sur de type bonus-malus serait le bienvenu pour toute notre économie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles Kounou, pour votre proposition. La suite du grand rendez-vous, c'est sur le journal, oui, puisque Nadège Sanni nous attend déjà dans la rédaction de BEB 24 pour donc nous présenter. Nadège, à vous l'antenne. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Malgré la loi sur l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques au Bénin, ces emballages sont toujours présents dans le commerce et dans les rues. Une équipe de la rédaction a fait un tour dans la ville pour le constat. L'automédication chez le patient avec un syndrome d'IST est un comportement très commun. C'est une pratique fortement déconseillée par les spécialistes. Les services financiers décentralisés doivent désormais disposer de systèmes de gestion et de contrôle fiables. C'est une exigence de la Banque centrale pour mieux sécuriser les transactions financières. 32e sommet ordinaire de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a pris les rênes de l'Union africaine. Son prédécesseur, le Rwandais Paul Kagame, lui a passé le témoin. Il a pour défi de continuer les réformes entreprises par ce dernier, mais déjà plusieurs de ses pairs sont sceptiques quant à sa capacité à maîtriser les sujets du continent. L'éradication des sachets plastiques non biodégradables au Bénin n'est pas encore une réalité. Les populations ont encore du mal à se débarrasser de cette habitude. Le constat est patent, les sachets plastiques sont toujours utilisés dans les rues malgré le vote d'une loi qui l'interdit. Edwige Agosso, Amandine Aniamboso. Des sachets non biodégradables sont toujours présents sur le marché. Un tour dans la ville de Cotonou et le constat est amer. Des sachets plastiques continuent de dicter la loi dans les rues. On remarque que ça continue toujours parce que certaines bonnes dames ne veulent pas laisser l'utilisation des sachets. Ce n'est pas totalement disparu. Donc, ils doivent faire encore un grand effort pour voir enlever tous les sachets pour qu'on ait la paix dans le pays. Les clients sont réticents. Ils n'aiment pas débourser de l'argent pour prendre les emballages. Si on est allé au marché, si on est allé en boulangerie pour prendre le pain, il nous sert avec le sachet. Sachet noir ou bien différentes couleurs. Jaune, rouge, orange, comme ça. Les sachets plastiques dont l'utilisation est interdite au Bénin continuent de rivaliser avec les emballages biodégradables. En attendant la répression, certains Béninois essaient de se conformer à la loi en adoptant de bons comportements. Nous, on ne fait que respecter les règles imposées par le gouvernement. Donc, avant, on utilisait, mais actuellement, on n'utilise plus. Donc, nos pains, on avait l'habitude d'emballer ça dans ces papiers. Donc, on a juste ajouté 16 enveloppes. Pour enfin supprimer les sachets en plastique. À part ça, on a aussi des sacs qu'on vend à 100 francs. Quand les gens payent le pain, ils payent ça aussi pour mettre le pain dedans. D'autres amènent leur propre sachet pour payer. Donc, du coup, nous, on n'utilise plus du tout du sachet. Si vous voulez plus de sachet, il faut un sac. Depuis le vote de cette loi, on achète les sacs biodégradables. Il y a certaines pharmacies qui proposent des emballages en papier aux clients. La réussite de la lutte contre les sachets plastiques non biodégradables passe par l'intensification de la sensibilisation.
Pour cette affaire de sachet, il faut qu'on se batte réellement pour gagner la lutte. À petits pas, ils vont comprendre. Il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières. Ainsi, quand leurs stocks seront épuisés, ils vont s'adapter aux réformes. Pour une meilleure protection de l'environnement, la population doit prendre conscience des risques qu'elle court en utilisant les sachets plastiques non biodégradables. Les affections de la peau ont une incidence importante sur la santé quand elles sont maltraitées. Mais certaines personnes porteuses de ces affections, en lieu et place d'une consultation médicale, se réfèrent soit au traitement traditionnel ou ont recours à l'automédication, une pratique fortement déconseillée par les spécialistes. Louis Koudogbo et Nokombati. De nombreux Béninois ne considèrent pas utile de consulter un médecin pour une affection qu'ils pensent pouvoir guérir seuls. On s'improvise médecin d'un jour quand il s'agit de soigner une légère toux ou une affection de la peau. L'automédication, c'est le fait déjà de prendre soi-même des médicaments sans avoir consulté un agent de santé. Il y a les patients qui sont atteints d'une infection cutanée qu'on appelle les mycoses superficielles. Ces mycoses sont des pathologies au niveau de la peau et des muqueuses, c'est-à-dire la bouche, l'anus par exemple, mais qui sont dues à des champignons. Donc c'est des microbes qu'on appelle des champignons. Au lieu d'aller chez le médecin, ils vont directement en pharmacie ou sur le marché prendre ces genres de médicaments, s'administrer. Et par la suite, quand il y a une résistance maintenant, le traitement ne marche pas, ce n'est que tardivement qu'ils pensent venir voir le spécialiste. Selon l'OMS, l'automédication consiste à recourir à un médicament de sa propre initiative ou de celle d'un proche, dans le but de soigner une affection ou un symptôme sans avoir recours à un professionnel de la santé. La médecine traditionnelle, par exemple, pour traiter certaines affections ou pathologies cutanées, n'est pas mauvaise en soi, mais l'idéal est de se faire consulter par un dermatologue ou un spécialiste. Il y a un lot de patients qu'on a constaté chez eux. Ce n'est pas le médicament moderne qu'eux ils utilisent. Ils vont directement peut-être chez la vieille du quartier ou la bonne femme du marché qui vend des plantes. Ils ramassent ça et ils fabriquent. Il y a certains, par exemple, qui font un mélange avec l'huile de coco, beurre de karité, n'importe quoi, si on veut le dire. Et c'est ça qu'ils utilisent. On a vu au moins 16% donc, de patients qui se sont donnés donc, à l'automédication par la phytothérapie. Dans le gros lot, c'était donc des gens qui utilisaient un traitement local. Quand on parle de traitement local, c'est-à-dire que c'est des crèmes, c'est des pommades, c'est des savons qu'ils vont utiliser pour traiter leur pathologie. Et il y avait également un lot qui utilise beaucoup plus un traitement général. Le traitement général ici, c'est qu'ils utilisent des médicaments, soit par la bouche, soit par des injections. Pareil pour l'utilisation d'un produit pharmaceutique sans un avis médical. Antibiotique veut dire je prends un médicament pour tuer des bactéries. Or, on est dans une pathologie mycosique, c'est-à-dire c'est des champignons, ce qui veut dire que c'est un médicament inapproprié. Par conséquent, ça ne marchera pas. Pour donner un exemple concret, quelqu'un qui a ce qu'on appelle dans l'autre vernaculaire, l'akpa par exemple, ça c'est de ça qu'on parle ici en fait, l'akpa, tout ce que vous avez en fonction, qui a un rapport avec ça. Quelqu'un qui a cela doit utiliser normalement un médicament qu'on va appeler un antifongique. De façon très simple également, la griseofulvine par exemple, ça fait partie des médicaments pour traiter des champignons. Mais au lieu d'utiliser ça, ils vont prendre par exemple de l'érythromycine ou de la pénicilline, ce qui est un antibiotique. Utiliser de l'antibiotique sur une pathologie fongique, ça ne marchera jamais. Se faire consulter reste l'option recommandée. À chaque affection correspond donc son produit médical. Le Fonds international de développement agricole FIDA va débloquer 31 millions de dollars, soit environ 15 milliards 500 millions de francs CFA en faveur du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché qui sera mis en œuvre au Bénin. L'accord de financement a été paraphé par Romuald Wadayi, ministre béninois de l'économie et des Finances, et Gilbert Humbo, président du FIDA. Cette initiative ambitionne de réduire les importations de produits agricoles et la pauvreté au niveau des petits exploitants en améliorant leurs revenus. Elle devrait permettre de toucher 51 000 ménages ruraux, d'augmenter la production ainsi que la commercialisation de produits agricoles phares comme le riz, le maïs et le manioc.
Au Ghana, les sacs de cacao transportés au port se chiffrent à 618 520 tonnes depuis le début de la campagne 2018-2019, alors que ce volume est en progression de 11% par rapport à la même période un an plus tôt. De nombreux observateurs soulignent que ce chiffre devrait progresser dans les prochains mois du fait des conditions propices à la production, à l'image de la tendance constatée en Côte d'Ivoire. Le Ghana a produit 903 000 tonnes de cacao pour la campagne 2017-2018. Ces chiffres sont révélés par l'Organisation internationale du cacao. Les services financiers décentralisés doivent disposer de systèmes de gestion et de contrôle fiables. Cette exigence de la Banque centrale permet de mieux sécuriser les transactions financières et autres opérations. Reportage. Informatiser les services financiers décentralisés, c'est assurer la fiabilité des données financières. C'est dans ce sens que ces 3 conventions sont signées. Cela va permettre de stimuler l'autonomisation et la fourniture des services financiers digitalisés. Notre mission, c'est d'accompagner les CFD dans leur croissance et dans leur professionnalisation. Cette soif d'être au service de nos partenaires nous a poussé à concevoir des solutions mobiles pour permettre à nos clients SFD de réaliser la banque à distance. La pertinence du CTISN comme outil dans le secteur a fini de convaincre, avec la création de 2 autres CTI à son image pour couvrir la zone UEMOA dans le cadre du projet BAD-BCAO. L'impact qu'on attend en tout cas de ces institutions-là par rapport à ces appuis-là, c'est d'abord l'amélioration de la gouvernance de ces institutions-là. C'est des institutions qui ont des défaillances quelquefois dans la gouvernance et fondamentalement la difficulté réside surtout en l'absence de système d'information et de gestion. La microfinance, un secteur dynamique. 2 887 232 membres, 302 SFD créés et 320 milliards d'épargne crédit. Avec ce partenariat, les SFD vont stimuler l'activité des PME et améliorer les conditions de vie des ménages. Avec le matériel informatique que nous allons recevoir, cela va nous permettre aussi d'augmenter notre performance et de contribuer à l'inclusion financière et au développement du secteur de la microfinance. Nous remercions aussi nos partenaires de CAGEFI. Des milliers de transactions financières s'effectuent à travers les systèmes financiers décentralisés. Donc il faudra que nous puissions vous aider à avoir des données fiables, à sécuriser ces données, à protéger les clients, à protéger tous ceux-là qui viennent opérer des transactions au niveau de ces SFD, parce qu'il est important, capital, fondamental, d'avoir une bonne sécurisation des données, parce qu'il ne faudrait pas que les gens investissent, fassent des transactions et se font pirater. Le Fonds d'impulsion de la microfinance a octroyé plus de 903 millions de francs CFA à 479 projets et 100 000 emplois sont créés. Toujours dans la dynamique d'atteindre l'inclusion financière, le Fonds d'impulsion de la microfinance a offert des dons de systèmes d'information et de gestion ainsi que des matériels informatiques aux SFD et microfinance de 20 localités du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Merci beaucoup à Nadège Sani pour la présentation du journal. On va vous retrouver demain déjà à 19h45 pour une autre édition du journal. Pour le moment, cette édition du Grand Rendez-vous continue tout simplement et va donc atterrir dans la rédaction web de BB24. C'est l'actu web. Actu Web ce soir avec Adonis Boum. On va vous annoncer la question de la semaine et en même temps beaucoup d'autres informations parlant bien sûr de l'actualité sur la toile. Bonsoir Adonis. Bonsoir Siom. Merci d'être venu sur le plateau
On est chez vous, sur la toile, dans la rédaction web de BB24. 4 sujets aujourd'hui à développer, parlant bien sûr de l'actualité. Mais avant cela, on annonce la question de la semaine. Nos chers téléspectateurs, on parle bien sûr de la fête de la Saint-Valentin. C'est pour ce jeudi, bien sûr, le 14 février. Saint-Valentin, faire parler le cœur ou votre porte-monnaie? Voilà la question de la semaine. Est-ce qu'il faut faire parler le cœur ou votre porte-monnaie? L'argent, quoi, money, tout le reste. Voilà, donc la question de la semaine à répondre, bien sûr, en commentaire sur la page Facebook de Bénin Business 24. N'est-ce pas, Adonis Bo? Oui, B24. Allez. Bénin Business 24, on reste toujours sur le grand rendez-vous. L'actu web, aujourd'hui, on parle de la présidente de l'Union africaine qui change de main. Et donc, c'est l'Égypte qui gère désormais. Oui, après Paul Kagame, le 31e sommet a permis à Addis Abeba de désigner le successeur du président rwandais, qui est maintenant Abdel Fattah al-Sisi, qui est le président égyptien. Il présidera l'Union africaine pendant l'année qui va suivre. Lors de son premier discours, il a dévoilé les 3 piliers de sa présidence, à savoir le développement des infrastructures, l'accélération de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEC, et la création d'emplois pour la jeunesse du continent. Il a aussi insisté sur la lutte contre le terrorisme et la reconstruction des sociétés post-conflit. Il faut savoir aussi qu'au cours de ce 32e sommet, le successeur, c'est-à-dire à partir de 2020, ce sera le Sud-Afrique qui va prendre les mains de l'Égypte. Ah oui, d'accord. En 2020, ce sera l'Afrique du Sud qui va succéder maintenant à l'Égypte. À l'Égypte. Oui. Maintenant, il faut savoir aussi que si Cyril Ramaphosa, l'actuel président de l'Afrique du Sud, gagne les élections qui sont prévues pour cette année, c'est lui qui va prendre la présidence. Dans le cas contraire, ce sera le nouveau président sud-africain. Voilà. Maintenant, on peut toujours rappeler la composition du nouveau bureau de l'Union africaine. Oui. Outre le président qui est Al-Sisi, le premier vice-président qui est Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, qui est le futur président. Président, après donc l'Égyptien. Oui, le deuxième vice-président, il vient de la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Mamadou Issoufou du Niger occupe la 3e place. Et Paul Kagame devient le 4e vice-président et le rapporteur de l'Union. Et le rapporteur. Oui. Je pense qu'il sera là pour conduire l'autre, une manière de lui montrer les chemins, les voies qu'il avait eu donc à tracer, tout simplement. Alors, le pape qui trouve un nouveau péché. Oui. C'est lequel? Le souverain pontife, lors de son récent discours, a trouvé triste et amer: quand j'administre la confession, c'est rare que quelqu'un s'accuse d'avoir fait la violence à la nature, à la terre, à la création. Ah oui, ah oui. Ils vont tellement en trouver au Bénin. Donc ce péché, c'est ceux qui mangent et qui jettent leur sachet. Le sachet, voilà. Donc il faut compatir à ce triste sort. Quelle ne doit pas être sa lassitude d'entendre sans cesse. Souvent, les péchés qu'ils entendent, souvent, c'est j'ai forniqué avant le mariage, j'ai convoité la femme de mon voisin. Mais le pape souhaite maintenant que la plupart des personnes qui viennent confessent que j'ai jeté un sac plastique dans la mer, j'ai oublié de recycler mes ordures. Ça, ce sont les nouveaux péchés, que le pape souhaite. Donc, ça sera le péché contre l'environnement. Contre l'environnement. Oui. Pas contre Dieu. C'est contre la nature, tout simplement. Oui. Et donc, le nouveau péché, vous l'avez compris, on peut quand même l'éviter. Oui. On peut l'éviter. En adonnant les règles hygiéniques contre l'environnement. Voilà. Il le faut. Mettez les ordures dans les poubelles. Tout simplement. Et vous aurez évité le péché contre la nature. Le nouveau péché trouvé par le pape. Alors, 3e information, c'est un enfant qui porte plainte contre ses parents pour l'avoir mis au monde contre sa volonté. C'est un fait inédit. En Inde, un jeune homme de 27 ans a décidé de poursuivre ses parents en justice pour lui avoir donné la vie sans son consentement. Il compare le fait d'avoir des enfants à un kidnapping ou à de l'esclavage. Il s'appelle Raphaël Samuel, c'est un Indien qui se dit antinataliste. Antinataliste. Donc, il ne faut pas avoir des enfants. Parce que je me posais la question de savoir où est-ce qu'il faut aller donc demander l'avis des enfants avant de les mettre au monde. Ces enfants se trouvent où en réalité? Eh bien, pour le jeune homme originaire de Mumbai, avoir des enfants, c'est une injustice. Puis cela est comparable à un kidnapping ou à de l'esclavage. Écoutez, les parents aussi pouvaient dire, écoute, nous, quand on s'amusait, on ne t'a pas demandé de venir. Donc celui-ci a donc pris le choix de porter plainte contre ses parents pour l'avoir mis au monde sans son consentement. Il vient même en qualifier d'égoïste et d'hypocrite les personnes qui souhaitent enfanter. Pourtant, même s'il leur veut de lui avoir donné la vie,
Raphaël Samy assure qu'il entretient aujourd'hui de très bonnes relations avec ses parents. Avec ses parents, quand même. Et pourtant, il porte plainte contre ses le dernier avis, c'est qu'il estime que les parents n'ont pas le droit de procréer parce qu'ils en ont tout simplement envie. Aucun enfant n'a accepté ni choisi de naître. Ni choisi de naître. Et ça, c'est vrai, il faut en prendre soin aussi quand on a des enfants. Déjà, l'essentiel, c'est qu'il y ait de bons rapports entre lui et ses parents. Oui. C'est ce qui est important. On attend de voir la fin de ce feuilleton. Vraiment, d'anténataliste procès, en réalité. Bon, il est impossible désormais de se déconnecter de Messenger et de WhatsApp. Il faut rectifier. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas maintenant, ça a toujours été le cas. Vous ne pouvez pas vous déconnecter de WhatsApp, vous-même vous le savez. Comment? Il suffit juste de supprimer mon compte, et puis c'est fini. Voilà, ça, ce n'est pas se déconnecter. C'est que vous avez résilié votre contrat avec WhatsApp. Oui. Différemment, sur Facebook, on pouvait se déconnecter de sa section pour pouvoir utiliser une section d'autrui. Sur WhatsApp et sur Messenger, cette option n'existe pas. Parce que selon des clauses qui ont été bien définies par WhatsApp, WhatsApp n'a pas de mécanisme de fermeture de session. Vous êtes automatiquement déconnecté au bout de 5 minutes d'inactivité, mais vous continuerez à recevoir des messages sans problème. Peut-on lire sur le site de WhatsApp. La firme va jusqu'à comparer son service à des fonctions internes à chaque téléphone. Tout comme l'appel et les SMS, WhatsApp est toujours actif. Vous voyez, donc c'est la même chose avec Messenger. Vous n'avez pas l'option de déconnecter sur Messenger. Donc il y a juste certaines astuces qui vous permettent de vous déconnecter provisoirement de ces comptes. Sur WhatsApp, pour le faire, il suffit de supprimer l'application WhatsApp. Ouais. Mais sur Messenger, il faut le faire par Facebook, vous déconnecter de la section. Ils attirent bien sûr notre attention sur ce fonctionnement, le fonctionnement de ces deux applications, Messenger et WhatsApp. C'est vrai, il n'y a vraiment pas un bouton pour se déconnecter. Voilà, on ne le lit souvent pas. Soit vous coupez votre connexion. Mais si vous connectez la session. Mais une fois connecté en même temps, c'est que ça prend, quoi. En fait, du côté de Messenger, Facebook est aussi tout ferme. Vous ne pouvez pas vous déconnecter d'un compte Messenger. Vous ne pouvez pas vous déconnecter. Mais vous pouvez résilier votre contrat. Vous pouvez résilier votre contrat. Quitter définitivement. C'est-à-dire, vous avez plusieurs astuces. Soit même vous supprimez les données de cette application-là. Ça vous ramène encore à 0, de réentrer encore les données. Merci à vous, Adonis. Pour toutes ces informations, avant de partir, on va se rappeler rapidement la question de la semaine. Saint-Valentin fait parler le cœur ou votre porte-monnaie? Point d'interrogation. Réponse sur Bénin Business 24. @24 info. Je connais la réponse de certaines, des femmes déjà, et la réponse des hommes. Donc, on espère bien. J'espère bien que les femmes vont pouvoir bien répondre à cette question de la semaine, n'est-ce pas? Oui. Vous serez avec Agnat. Avec Agnat, oui, le vendredi. On va revenir bien sûr sur ce plateau avec vous pour faire part aux téléspectateurs des réponses de nos internautes. Merci à vous, Adonis. À mercredi, on sera ensemble pour d'autres actualités toujours sur la toile. Le grand rendez-vous, presque à la fin, la météo avant de partir.
Merci à tous de nous avoir suivis et ce sera tout pour cette édition du Grand Rendez-vous. On vous retrouve demain à 19h00 pour une autre édition. Passez une très belle soirée sur BB24. Le programme est encore là et très alléchant, en tout cas pour vous, chers téléspectateurs. À 21h30, suivez le Forum du jour. Ciao.